Donc aujourd'hui, on va vous faire une restitution des résultats de l'enquête Lien Ville-Hôpital qu'on a lancée. Je tenais tout d'abord à vous dire merci à ceux d'entre vous qui ont participé, parce que sans vous, on ne pourrait pas faire cette restitution aujourd'hui. Donc brièvement, concernant la méthode, on a réalisé 3 questionnaires donc, via Google Forms destinés aux professionnels de ville, aux professionnels hospitaliers et aux patients aidants. Je vous invite à retenir les 3 logos qui vont nous suivre tout au long de cette présentation. Donc, dans ces questionnaires, il y avait des questions communes entre chacun et des questions spécifiques. Et comme je vous le disais avant, on avait donc on a abordé le thème Lien Ville-Hôpital avec des sous-thématiques telles que l'errance diagnostique, la coordination des soins, la formation des professionnels de santé et des outils à déployer. Donc cette enquête, on l'a lancée sur 3 mois et demi. On l'a lancée en mi-juin et on a arrêté les résultats aujourd'hui au 1er octobre. Mais l'enquête est toujours ouverte, donc si vous voulez y participer, c'est avec plaisir. On fera une restitution via un rapport qui sera disponible sur le site. L'interprétation des résultats, on l'a réalisée via Excel. Et comment on s'y est pris pour essayer d'atteindre donc, ces professionnels de santé et nos patients aidants. On a diffusé l'enquête donc, via nos réseaux sociaux, donc via Instagram, LinkedIn, X et Facebook. On a également réalisé un mailing à destination des professionnels hospitaliers, mais également de nos associations de patients partenaires. Et enfin, sur LinkedIn, on a tagué les ARS, les DAC, les CPTS, les plateformes d'expertise maladies rares, les fax, les URPS et les associations de patients partenaires. Donc pourquoi on a voulu faire cette enquête? Tout d'abord pour réaliser un état de l'art du lien ville-hôpital dans les malformations de la tête, du cou et des dents, ce qui n'avait a priori jamais été fait, et potentiellement ouvrir la discussion pour la table ronde qui aura lieu à la fin de la matinée. Et enfin, le deuxième point, c'était voir s'il y avait des outils ou des actions qu'on pouvait développer au niveau de la filière pour améliorer ce lien ville-hôpital dans nos malformations. Donc première question du quiz, à vos téléphones. Combien de réponses, à votre avis, avons-nous obtenu, toute enquête confondue, donc professionnels de ville, professionnels hospitaliers et patients aidants? Entre 50 et 100, entre 100 et 150, entre 150 et 200 et plus de 200. Vous pensez globalement qu'on en a eu plus de 200? Alors, en réalité, la majeure partie d'entre vous, vous avez raison. Au 1er octobre, on avait exactement 193 réponses et maintenant, on a plus de 200. On a eu 40 réponses des professionnels de ville, 80 des professionnels hospitaliers et 73 des patients aidants. On a fait une analyse indépendante pour certains d'entre eux, tout simplement parce qu'il y en avait qui n'avaient jamais pris en charge les malformations tête-cou, qui ne savaient pas si on avait pris en charge. On voulait voir s'il y avait une différence en termes de perception et de demande. Et idem, on avait 9 répondants qui avaient des pathologies hors du range tête-cou et qu'on analysait indépendamment. Ce qu'il faut retenir juste, c'est que globalement, on a eu la même tendance entre tout le monde, donc entre cette analyse indépendante et ceux qu'on a analysés ensemble. Pour la suite de cette présentation, on a donc 30 réponses de professionnels de ville, 71 de réponses de professionnels hospitaliers et 64 réponses de patients aidants. Donc globalement, on va déjà vous donner des chiffres pour que vous ayez une idée de qui a répondu à cette enquête. Donc concernant nos professionnels de ville, on a tout d'abord les orthophonistes, ensuite les orthodontistes et les chirurgiens dentistes, mais on a tout un tas d'autres professions qui sont représentées. La majeure partie d'entre eux exercent en cabinet. Et deuxième question du quiz, à votre avis, combien de réponses de médecins généralistes avons-nous obtenues? Entre 1 et 10, entre 10 et 20 et entre 20 et 30. Vous êtes moins optimiste là. Donc en réalité, c'est 2 pédiatres qu'on a réussi à capter et 0 médecin généraliste. Donc ça, c'est un premier key message à ramener chez soi. On n'a pas réussi à atteindre ces médecins généralistes. Bon, maintenant, on a une réponse, merci. Donc concernant nos professionnels hospitaliers, ceux qui ont le plus répondu, ce sont les orthophonistes, les chirurgiens dentistes et ex aequo avec les chirurgiens. Et encore une fois, beaucoup d'autres professions hospitalières qui ont répondu. Merci encore. Donc, concernant la représentativité territoriale, globalement, on a réussi à atteindre une bonne partie du territoire, avec une majorité de réponses au niveau de l'Île-de-France, de la région Grand Est et Pays de Loire pour les professionnels de ville, et Île-de-France, région Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes pour les professionnels hospitaliers. Concernant le taux de réponse de nos réseaux, globalement, tout le monde a plutôt bien fait son travail, bravo. Peut-être un petit peu moins de réponses pour Cranios, mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on a plus d'un quart des réponses d'autres professionnels hospitaliers que de nos réseaux et qui disent prendre en charge des malformations tête-cou. Globalement, pour la suite, on a réalisé une analyse globale et non par réseau.
Donc, concernant les données générales sur les patients aidants, on a 19% de patients qui ont répondu et 81% d'aidants, avec des personnes concernées ayant un âge entre 0 et une soixantaine d'années. Concernant la représentativité territoriale, encore une fois, on a réussi à atteindre une grande partie du territoire, avec plus de répondants au niveau de l'Île-de-France, de l'Auvergne-Rhône-Alpes et de la Bretagne. Il faut quand même noter que la plupart des patients et aidants qui nous ont répondu signalent un temps pour rejoindre l'hôpital ou effectuer la prise en charge de plus d'1 heure pour plus de la moitié d'entre eux. Et ils vivent essentiellement donc, dans des villes ou des villages de moins de 5 000 habitants ou des villes de taille moyenne entre 5 000 et 100 000 habitants. Les pathologies les plus représentées, c'était les fentes, tous sous-types confondus, la délétion 22q11.2, la séquence de Pierre-Robin, mais il y a également 23 autres pathologies qui sont représentées dans cette enquête. On pense souvent que nos pathologies, elles sont essentiellement prises en charge à l'hôpital. Donc c'est ce qui est montré ici. 88% indiquent qu'il y a une prise en charge à l'hôpital, mais 66% indiquent aussi qu'il y a une prise en charge au moins partielle en ville. Donc c'est un bon message à ramener aussi. C'est le lien ville-hôpital concerne vraiment nos malformations tête-cou. La première thématique qu'on a évoquée avec vous dans ces questionnaires, c'est la coordination des soins. Et on a commencé l'enquête avec un niveau de satisfaction de chacun d'entre vous. Globalement, côté hospitalier, vous êtes plutôt satisfait, un peu moins avec la ville. Et ce qui est marrant, c'est que côté ville, c'est l'inverse. Ils sont contents avec la ville, mais un peu moins avec l'hôpital. On s'en doutait un peu. Mais ce qui est vraiment intéressant, par contre, c'est la réponse de nos patients aidants qui, eux, ne sont globalement pas très satisfaits de la coordination des soins entre l'hôpital et la ville, que ce soit avec les médecins généralistes et les pédiatres, avec les dentistes et les orthodontistes ou les autres professions en ville. Donc ils ne sont pas satisfaits, mais en fait, qui est en charge de la coordination des soins ? Alors, quand on demande à nos professionnels de ville, à 47%, ils nous répondent qu'ils sont en charge de la coordination des soins. Quand on demande à nos professionnels hospitaliers, à 66%, ils nous répondent « non, c'est moi qui suis en charge de la coordination des soins ». Et parmi ceux qui répondent non, ils disent « non, c'est pas moi, mais c'est d'autres collègues hospitaliers ». Donc en fait, c'est 84% de la coordination qui est effectuée à l'hôpital d'après les professionnels hospitaliers. Et alors là, encore une fois, c'est rigolo. C'est quand on regarde les patients aidants, ce qu'ils nous disent, c'est « ah bah non, en fait, c'est moi-même qui réalise la coordination des soins ». 5% en ville, 30% à l'hôpital et 18% qui disent en fait, je ne sais pas si elle est coordonnée, je ne sais pas, et je ne sais pas par qui elle est coordonnée. Donc il y a quand même ici, a priori, un biais sur la notion de coordination. Ce qu'attendent les patients aidants, ce n'est pas exactement la même chose que ce qu'on entend en tant que professionnel de santé. Et une autre question à soulever, c'est au final, ok, d'accord, la coordination est comme ça, mais qui devrait coordonner les soins, au final ? Donc on a posé la question à nos patients aidants, qui est-ce que vous souhaiteriez qui coordonne les soins ? À 31%, ils souhaiteraient que ce soit un pédiatre, un médecin généraliste ou un chirurgien dentiste en ville. À 31%, ils préfèrent que ce soit un spécialiste hospitalier, dont les généticiens. Il y a 25% qui sont en demande d'une profession dédiée à la coordination, parce qu'ils nous disent bien dans les questionnaires, en fait on sait que nos professionnels de santé, ils n'ont pas le temps de s'occuper correctement de la coordination. 9% ne savent pas, et 3% souhaiteraient que ce soit un psychiatre. En gros, ils souhaiteraient qu'il y ait une plus grande partie de la coordination qui soit réalisée par les professionnels de ville, comparé aux 5% annoncés avant. Et il y a également une forte demande pour une profession qui soit dédiée à la coordination. Donc on vous a demandé à tous, selon vous, qu'est-ce qui pourrait contribuer à améliorer le lien ville-hôpital, et on vous a suggéré des structures et des métiers dédiés à la coordination. Et là, globalement, vous étiez tous d'accord pour dire que c'était important, voire très important. Mais quand on vous demande, à vous, professionnels de ville, connaissez-vous les FACS et les DAC, qui sont des structures de coordination ? À 13%, vous nous dites, oui, je connais les DAC un petit peu. Et à 3%, oui, je connais vraiment un tout petit peu les FACS. Et enfin, concernant les professionnels hospitaliers, on leur pose la même question, connaissez-vous les FACS et les DAC ? Et à 11%, ils nous répondent oui. Donc au final, il y a vraiment une méconnaissance des structures qui existent déjà dédiées à la coordination. Un autre pan qu'on a abordé, c'est l'errance diagnostique. On a demandé, à votre connaissance, est-ce que vos patients expérimentent une errance diagnostique due à un délai d'adressage par les professionnels de ville ? À 56%, vous nous avez répondu que oui. Et parmi ceux qui ont répondu oui, 90% estiment que c'est une perte de chance pour le patient. Quand on a demandé la même chose aux professionnels de ville, à votre connaissance, est-ce que vos patients expérimentent une errance diagnostique due à un mauvais lien ville-hôpital ? À 23%, vous nous avez répondu que oui. Et parmi vous, dans les mêmes proportions, vous avez estimé que c'était une perte de chance pour le patient. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on a demandé à nos professionnels de ville, à votre avis, à quoi est due cette errance diagnostique ? La première réponse qui est arrivée, c'est un manque de formation des professionnels de ville, à 43%. On a voulu savoir s'il y avait ce même besoin de formation
des professionnels de ville ressentis par les professionnels hospitaliers. On leur a demandé ça d'une manière un peu plus détournée. Selon vous, quels aspects de la coordination pourraient être améliorés ? Et la première réponse qui est ressortie, c'est la formation des professionnels de ville. Et en troisième position, identifier des professionnels formés. Et quand on a demandé, encore une fois, de manière détournée aux patients aidants, êtes-vous satisfait des connaissances de la maladie et de ses conséquences sur la vie quotidienne par le médecin généraliste ou le pédiatre, le dentiste ou l'orthodontiste, d'autres professionnels de ville tels que les orthophonistes, les kinésithérapeutes et les psychologues? Globalement, on voit qu'ils sont plutôt insatisfaits de ces connaissances. Donc globalement, il y a un accord sur un besoin de formation des professionnels de ville. Donc on a voulu, on va dire, creuser un petit peu le sujet. Ok, on veut que les professionnels de ville soient plus formés, mais on a demandé à nos professionnels hospitaliers, en fait, est-ce que vous réalisez des missions de formation et d'information des professionnels de ville? À 51%, vous avez répondu que non, à 49%, oui. Et quand on s'intéresse à ceux qui ont répondu bah non, je ne participe pas à la formation, la première raison pour laquelle ils n'y participent pas, c'est que la ville ne leur communique pas leurs besoins. Donc déjà, on soulève un premier point, c'est qu'encore une fois, il y a cette mauvaise communication ville-hôpital. La ville ne dit pas à l'hôpital, on aurait des besoins de formation. Et ensuite, quand on s'intéresse à ceux qui nous répondent, bah oui, on participe à la formation. Bon déjà, est-ce que toutes les professions participent à la formation? Globalement, oui, les chirurgiens participent à 77% à la formation, les orthophonistes 67%, les dentistes 46%, les pédiatres 36%, les autres professions 23% et les infirmières 17%. Globalement, tout le monde participe. On s'est dit peut-être que c'était dû au périmètre de formation. À certains endroits, la formation n'arrive pas jusqu'aux professionnels de ville. Mais globalement, vous nous avez dit que vous formiez et vous informiez au niveau local, départemental, régional et national, ce qui suggère que globalement, il y a de la formation à peu près sur tout le territoire. On s'est dit peut-être que vos formations n'étaient pas destinées aux professionnels de ville. Et vous nous avez répondu, en fait, dans 58% des cas, vos formations, elles sont destinées au moins en partie aux médecins ou aux pédiatres de ville. Ce qui a un peu, on va dire, soulevé notre attention, c'est peut-être les formats de formation. On a demandé aux professionnels de ville qu'est-ce qui pourrait contribuer à améliorer le lien ville-hôpital et on a suggéré 3 formats de formation. Des documents d'information, flyers livrés, des formations dispensées par les professionnels hospitaliers, on a suggéré des modules de e-learning, et d'autres types de formations, congrès, invitations maladies rares, aux journées maladies rares, pardon. Globalement, on est d'accord, ils ont jugé que tout était important, voire très important, mais on a l'impression qu'il y a une légère préférence pour les formations dispensées par les professionnels hospitaliers et la suggestion de e-learning. Et quand on vous a demandé, à vous, professionnels hospitaliers, d'accord, vous vous informez et formez les professionnels de ville, mais comment? Vous les formez majoritairement via des congrès, des cours et des journées. Et surtout, vous nous avez indiqué dans des champs libres que en fait, vous participiez via des DU. Et on s'est dit peut-être qu'il y a une offre de formation adaptée, c'est peut-être pas le meilleur moyen de joindre finalement ces professionnels de ville. Le 4e pan auquel on s'est intéressé, ce sont les outils. On a déjà voulu faire une sorte d'état des lieux de ce qui était connu par les professionnels de ville. Ce qu'ils connaissent le plus, c'est donc Orphanet, suivi des centres de référence et centres de compétences maladies rares, des PNDS, donc à 47%, donc des recommandations, 30% les sociétés savantes, ensuite les filières de santé maladies rares, donc pour rappel, c'est nous, TEDCO, on en fait partie, maladies rares infoservices, les DAC, ensuite les PEMR, donc les plateformes d'expertise maladies rares, et enfin les logiciels dédiés aux maladies rares. Et ensuite, on vous a demandé, d'accord, ça en est là, mais quels outils faudrait développer en fait pour améliorer le lien ville-hôpital dans nos malformations? On vous a suggéré pas mal de choses, notamment des outils d'échange, donc le dossier médical partagé, les carnets de suivi, les courriers de liaison, les échanges directs entre les professionnels ville et hôpital, les outils d'orientation et d'adressage avec notamment les annuaires, la formation des professionnels de ville avec différents formats, comme je vous l'ai indiqué juste avant, la formation des professionnels hospitaliers, la coordination, les documents d'information et les recommandations, et enfin la place des patients aidants et des associations de patients. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est quand on enlève tous ceux qui ne sont pas prononcés sur le sujet, il y a 12 propositions sur 13 où vous avez jugé à plus de 80% que c'était important, voire très important. Donc globalement, vous avez trouvé que tout ce qu'on proposait, c'était des bonnes idées. Mais qu'est-ce qui est vraiment ressorti le plus? Au niveau des professionnels de ville, il y a un réel besoin d'outils de communication entre la ville et l'hôpital, donc des outils de liaison, des échanges directs, des recommandations et la formation des professionnels de ville, encore une fois. Au niveau de l'hôpital, la formation des étudiants, dont les étudiants hospitaliers également, des documents d'information et encore la formation des professionnels de ville.
Et enfin, au niveau des patients aidants, les échanges directs, donc des outils de communication, l'information des patients par les professionnels hospitaliers et, encore une fois, la formation des professionnels de ville. On arrive à la conclusion, je vous rassure. Donc au niveau de la coordination, globalement, du point de vue des professionnels de santé, elle est jugée convenable, mais elle est jugée insuffisante du point de vue des patients. Ils sont en demande de métiers dédiés à la coordination, mais il y a déjà des structures qui existent, et pour la plupart d'entre vous, professionnels de santé, vous ne les connaissez pas. Concernant l'errance diagnostique, elle serait en partie due à un manque de formation des professionnels de ville, mais ces professionnels de ville, ils ne sont pas formés déjà parce qu'ils ne communiquent pas leurs besoins à l'hôpital, leurs besoins de formation, et ensuite, comme on l'a vu aussi avant, il y a peut-être un format de formation à adapter pour plus facilement les joindre. Concernant les outils à développer, il y a l'éternelle meilleure communication lien ville-hôpital et également une demande de la part des patients d'une meilleure communication hôpital-patient. Et il ressort encore une fois la formation des professionnels de ville, donc via la production de PNDS, de documents d'information et autres types de formations. À l'issue de ça, quelles actions pour la filière ? On s'est rendu compte, donc, via ce questionnaire, que seulement 27% des professionnels de ville indiquaient la filière comme une aide à la prise en charge pour les malformations tête-cou. Donc on a vraiment un travail à faire sur une meilleure connaissance de la filière comme ressource pour les professionnels de ville, peut-être par plus de présence au niveau des congrès, notamment de pédiatrie et de médecine générale, plus de travail peut-être avec le CMG, plus de travail avec les CPTS, les DAC et les fax peut-être. Et enfin, continuer la production de flyers et de documents d'information, ainsi que le soutien à la formation à destination des professionnels de ville. Et je vous laisse sur ces très beaux témoignages quand même qu'on a eus durant cette enquête, qui globalement, professionnels de santé, vous remercie pour votre implication. Et moi, je vous remercie pour votre attention. On rediscutera de tout ça effectivement lors de la table ronde dans le public. Alors, il y a déjà des infos intéressantes, notamment sur la méconnaissance par beaucoup de professionnels de santé, des structures qui existent déjà. Personnellement, avant l'organisation de cette journée, j'ignorais tout de ça. Et bien sûr, le nombre de médecins généralistes de mémoire, il y en a 80 000, 90 000 en exercice en France. Et 105 000, un peu plus même encore. Même s'il y a 60 000 professionnels en activité ou 50 000, c'est très peu. Je vais faire un commentaire. Donc moi, je suis généraliste. J'ai répondu à l'enquête un peu tard. Il y a deux choses qui sont compliquées dans l'enquête. Prise en charge, qu'est-ce que ça veut dire ? Il est évident que ce sont des patients qui viennent et dont l'entourage est sachant par rapport aux médecins généralistes. Donc, ce n'est pas une prise en charge habituelle. C'est les premiers patients avec lesquels moi j'utilisais Orphanet, etc. Et où il faut accepter que ces familles ou ces patients, quand ils sont adultes, on sache beaucoup plus que nous, puisqu'il y a 150 millions de maladies rares. Et donc, je pense que prise en charge, c'est un mot qu'il faudrait revoir. Moi, je dirais plutôt accompagnement dans le circuit de soins ou dans les difficultés de la vie quotidienne. On verra dans la présentation ce que les CPSTS peuvent faire, mais je pense que c'est normal que les gens ne vous répondent pas, parce qu'au fond, moi, je ne savais même pas toutes ces maladies. Je connaissais les mots. Donc, je pense que ce n'est pas qu'un problème de formation, c'est un problème de définition de qui fait quoi et où. Et c'est pour ça que le terme de filière est très bien indiqué. Parce qu'on a un rôle à jouer, mais on ne peut pas être sachant face à des choses aussi complexes. Et toutes les formations de la Terre ne nous permettront pas de maîtriser cette connaissance. C'est la première étape. Donc, prise en charge, c'est un terme vraiment complexe. Et coordination, c'est pareil. On peut coordonner quand il y a des trous dans la coordination, mais clairement, ce sont des circuits très spécialisés. Et en plus, vous tapez sur des enfants petits, pour lesquels il y a des choses visibles. Donc ça, évidemment que le médecin va être concerné, ou le professionnel de santé. Et donc je pense que ce serait bien, dans un an, de refaire une enquête en définissant de manière plus précise ce que c'est une prise en charge et ce que c'est la coordination dans ce type de maladie, à mon avis. Je veux juste vous remercier pour votre commentaire, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir votre point de vue aussi, et justement votre retour et votre expertise, donc merci. La possibilité concrète pour la filière d'organiser des choses à l'issue de cette journée, d'avoir des idées en fait, pour d'avoir des résultats concrets et des actions, en sachant effectivement qu'on ne peut pas connaître toutes les pathologies des patients, de tous les patients qui arrivent, même nous, professionnels hospitaliers spécialisés dans des petites branches, régulièrement on se renseigne parce qu'il y a des patients qui viennent avec des choses qu'on ne connaît pas encore. Enfin, ça arrive. Donc effectivement, en médecine de ville, c'est encore plus vrai, bien sûr.